comment retenir les démonstrations de cours plus facilement? Eh ben, il faut les comprendre. Et quand je dis comprendre, je parle pas de savoir lire des quantificateurs, ni de savoir simplement reconnaître quels théorèmes sont utilisés à quels endroits. Non, je parle de comprendre l'idée profonde derrière la preuve, la raison fondamentale qui rend le théorème vrai. Le but ultime, c'est de se dire « j'aurais pu avoir l'idée moi-même ». Car si c'est le cas, dès que vous aurez besoin de cette démonstration, vous aurez effectivement l'idée vous-même. Et en pratique, pour les théorèmes du programme de prépa, c'est quasiment tout le temps possible. Ça demande beaucoup de travail et c'est pas évident, mais lorsque vous êtes introduit correctement au concept du cours, c'est possible. Et aujourd'hui, je vais vous donner un exemple de ce travail sur un théorème fondamental de l'analyse réelle, dont on va trouver la preuve de manière totalement naturelle et intuitive, le théorème des segments emboîtés. Aujourd'hui, on va traiter ce théorème en particulier car il est nécessaire à la démonstration du résultat du prochain épisode, sans lequel les théorèmes les plus puissants d'analyse n'existeraient pas, le théorème de Bolzano-Weierstrass. Alors ce théorème, il nous dit que si on considère une suite AN-BN décroissante de segments de R et dont le diamètre tend vers 0, alors l'intersection de tous les segments de la suite est réduite à un point, ici appelé L, qui appartient à R. Bon, il y a quelques parties de l'énoncé qui méritent des précisions. Premièrement, qu'est-ce qu'une suite décroissante de segments? Eh bien, c'est tout simplement une suite de segments de plus en plus petits au sens de l'inclusion. Autrement dit, le segment de rang n plus 1 est inclus dans le segment de rang n. Et en pratique, on travaille avec ces segments en construisant les deux suites AN et BN de leurs extrémités. Donc voilà, une suite décroissante de segments, c'est simplement des segments qui deviennent de plus en plus petits. La deuxième hypothèse du théorème, c'est que le diamètre de la suite de segments tend vers 0. Et par définition, le diamètre d'un segment, c'est sa longueur sur la droite réelle, donc la distance entre ses deux extrémités. Et dire que ce diamètre tend vers 0, c'est exactement équivalent au fait que la quantité AN moins BN tende vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et au final, ce que dit cette hypothèse, c'est que les segments ne vont pas se stabiliser quelque part. Leurs extrémités sont obligées de se rapprocher, et ils vont donc inclure de moins en moins de points, jusqu'à, comme le théorème le dit, ne plus en contenir qu'un seul. En effet, cette intersection, c'est l'ensemble des points qui appartiennent à tous les segments AN-BN. C'est donc une intersection infinie. Et ce que le théorème nous dit, c'est que les extrémités AN et BN vont se rapprocher et à l'infini s'arrêter quelque part, converger vers un réel bien précis, L. En fait, de manière informelle, on aurait presque envie de dire que la suite de segments tend vers le segment LL, qui est simplement le singleton L. Et ça, à première vue, ça paraît logique. Tout segment qui a un diamètre strictement supérieur à 0 contient une infinité de points. Mais si les extrémités se rapprochent jusqu'à en quelque sorte s'écraser l'une contre l'autre, alors le segment aura un diamètre de 0, c'est-à-dire sera réduit à un point. Bon, mais n'allons pas si vite. Ce raisonnement, il est sympa, mais il est quand même très vague, et pour l'instant, on peut absolument pas en sortir une preuve. Les suites d'ensemble, on sait pas vraiment travailler avec, on sait pas les manipuler. Nous, ce qu'on sait manipuler, c'est les suites numériques. Donc pour prouver le théorème, il va falloir qu'on s'appuie sur des résultats sur les suites numériques, et en particulier ici, sur les suites AN et BN, qui sont les extrémités des segments. Et si vous avez déjà regardé l'épisode précédent de la série, vous avez probablement déjà une idée. Cette idée de deux suites qui, par les circonstances de leur définition, sont obligées de s'écraser l'une contre l'autre en un réel L, c'est exactement l'idée des suites adjacentes. Pour rappel, deux suites réelles AN et BN sont dites adjacentes si l'une d'entre elles est croissante, l'autre décroissante, et que leur différence tend vers 0. Et graphiquement, ces suites, elles ressemblent à ça. Deux suites, la croissante en dessous de la décroissante, qui s'écrasent l'une contre l'autre à l'infini. Et le théorème des suites adjacentes nous dit qu'elles sont obligées de s'écraser quelque part, et donc que les deux convergent vers une même limite L appartenant à R. Et le théorème nous dit de plus que les suites AN et BN sont situées de part et d'autre de leur limite. Évidemment, pour une intuition plus précise sur ce type de suite et la preuve du théorème, je vous renvoie à l'épisode précédent. Bref, ici, normalement, il n'y a pas trop de mal à voir que le parallèle avec notre situation des segments emboîtés est total. Sur ce schéma, en considérant AN et BN les extrémités de nos segments, on peut clairement visualiser cette suite décroissante de segments. L'extrémité gauche croît de plus en plus, l'extrémité droite décroît de plus en plus, et de plus, les extrémités vont devenir aussi proches que l'on veut. Donc le segment va se contracter jusqu'à devenir le singleton L. Ok, à ce stade, on comprend donc que l'outil qui va nous permettre de démarrer notre preuve, ça va être le théorème des suites adjacentes. En particulier, il va nous donner l'existence du fameux L. Mais rappelons-nous qu'au final, nous, ce qu'on doit prouver, c'est pas la convergence de suite, mais une inégalité d'ensemble. Et dans ce cas précis, il est relativement naturel de raisonner par double inclusion. En effet, nous, on ne connaît pas d'outils magiques qui vont nous permettre de travailler avec les intersections infinies de segments réels, qui vont nous permettre de directement arriver à cette égalité. Donc on doit se contenter d'un raisonnement très générique sur les égalités d'ensemble. Et le raisonnement générique le plus naturel qui soit, c'est la double inclusion. On va d'abord essayer de prouver que L appartient bien à cette intersection, puis qu'aucun autre point de L ne peut y appartenir. Et ça, c'est un raisonnement tout à fait adapté à notre problème. En effet, pour nous, c'est immédiat que L appartienne bien à l'intersection de tous les segments AN-BN, car par définition, la suite des extrémités gauche du segment, donc la suite AN, s'approche de L par la gauche, et que de même, la suite BN s'approche de L
par la droite. Donc L sera toujours bien évidemment située entre les deux extrémités. Et ça se voit aussi sur ce dessin. Et c'est même une des conclusions du théorème des suites adjacentes. Pour tout entier naturel n, L est située entre AN et BN. Donc elle appartient à tous les segments AN-BN, donc le singleton L est bien inclus dans l'intersection de tous ces segments. Donc au final, le théorème des suites adjacentes nous donne tout ce qu'il faut pour la première inclusion. Allez, on va maintenant traiter la deuxième inclusion, qui n'est pas beaucoup plus compliquée. On veut montrer que l'intersection de tous les segments AN-BL est inclus dans le singleton L. Autrement dit, qu'aucun autre réel que L n'appartient à cette intersection. Intuitivement, ce qu'on veut montrer, c'est que cette intersection enferme L et uniquement L. Et ça paraît assez logique. Si on suppose un réel X qui appartient à l'intersection, alors X est encadré par les suites AN et BN. Concentrons-nous d'abord sur l'inégalité X inférieure ou égale à BN. La suite BN, elle converge vers L. Et ça implique immédiatement que tout réel qui est inférieur à tous les termes de la suite BN est forcément inférieur ou égal à sa limite. Et donc, on en retire que X est inférieur ou égal à L. Et là, vous me voyez venir, on a exactement la même chose avec la suite AN. La suite AN converge vers L, donc tout réel supérieur ou égal à tous les termes de la suite AN est supérieur ou égal à L. Et quand on combine ces deux inégalités, on obtient évidemment que X égale L. Au final, on a montré que tout réel appartenant à l'intersection des AN-BN était L. Donc cette intersection est bien inclue dans le singleton L. Rigoureusement, on justifie ces deux inégalités par des passages à la limite. Et on le fera tout à l'heure quand on rédigera la preuve. Mais avant ça, je voudrais partager une autre vision de cette étape de la preuve qui n'utilise pas directement ces arguments de passage à la limite et qui peut, sous certains égards, paraître plus naturel. On le rappelle, notre but c'est de montrer qu'il n'existe aucun autre réel que L qui appartient à la grande intersection. Et pour montrer ça, il est naturel de procéder par l'absurde, c'est-à-dire de supposer un réel autre que L qui appartient à l'intersection, et de montrer que cela entraîne une contradiction. Par contre, pour mener ça à bien, il faut remarquer la symétrie du problème. Les suites AN et BN se rapprochent de L, chacune d'un côté. Il faut donc penser à faire une disjonction de cas sur l'assertion X différent de L. Soit X est strictement inférieur à L, soit il lui est strictement supérieur. Commençons par traiter le cas X strictement supérieur à L. On le sait par construction, X est inférieur ou égal à tous les termes de la suite BN. Mais cette suite des extrémités droites du segment, elle est décroissante et elle converge vers L. Donc pour tout réel strictement supérieur à L, il existe un moment où la suite BN lui devient inférieure. Autrement dit, il existe un moment où la suite BN est plus proche de L que X lui-même n'est proche de L. Donc il existe un moment où X sera exclu par la droite du segment AN-BN. Et donc X ne peut pas appartenir à la grande intersection. Et par symétrie, dans le cas où X est strictement inférieur à L, X se fera exclure par la gauche du segment AN-BN à un moment, car la suite AN va se rapprocher tellement de L qu'elle va dépasser X. Voilà, donc ça c'est une seconde approche par l'absurde qui n'utilise pas directement la notion de passage à la limite. Je vous invite à la rédiger dans les commentaires, c'est un bon exercice. Bon, on est pas mal rentré dans les détails du raisonnement, mais pour rédiger une preuve, il faut savoir prendre du recul. Regarder le raisonnement dans sa globalité, le diviser en grandes étapes et les lier de manière rigoureuse. En effet, pour une rédaction efficace, il suffit pas de coller plein de petits bouts de raisonnement, au risque de faire des longueurs inutiles ou d'avoir des conflits de notation. Et une méthode pour ça, c'est de construire dans sa tête ou à l'écrit une esquisse de preuve. Ici, la voilà, divisée en 3 grandes étapes. La première et la plus importante est de montrer que les suites AN et BN, des extrémités des segments, sont adjacentes, ce qui donne l'existence de L, leur limite commune. Les deuxième et troisième étapes sont quant à elles destinées à la preuve de l'assertion exacte du théorème, donc de l'égalité d'ensemble entre l'intersection de tous les segments AN-BN et le singleton L. Une fois cette esquisse de preuve construite avec des étapes bien ordonnées, on doit maintenant pointer du doigt les éléments qui lient les étapes entre elles. Ici, l'étape 2 est une conséquence directe de l'étape 1. C'est le théorème des suites adjacentes qui nous donne l'encadrement nous permettant de prouver que L est bien inclus dans l'intersection. L'étape 3 suit la même logique et utilise une des conclusions de l'étape 1, le fait que L soit la limite commune des suites AN et BN. Cette esquisse de preuve détaillée, elle nous permet de bien comprendre la structure globale du raisonnement. C'est l'étape 1 qui est au centre de tout et qui implique l'étape 2 et l'étape 3 indépendamment. A contrario, par exemple, d'un raisonnement qui fonctionnerait uniquement par implication successive entre les étapes. Voilà, on a maintenant une bonne intuition sur les théorèmes, les grandes étapes du raisonnement, ainsi que tout ce qui les lie entre elles et la majorité des détails techniques de la preuve. Alors, assez de blabla, il est temps de rédiger. On commence par considérer une suite AN-BN décroissante de segments de R dont le diamètre tend vers 0. Pour montrer qu'AN et BN sont adjacentes, on doit montrer qu'AN est croissante et BN décroissante. Et ça, comme on le voit sur le schéma A,
Ça découle directement de la relation d'inclusion décroissante. AN plus 1 est entre AN et BN, donc en particulier est supérieur ou égal à AN, et BN plus 1 est entre AN et BN, donc en particulier inférieur ou égal à BN. Or, par hypothèse du diamètre des segments qui tend vers 0, on a AN moins BN qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. On en déduit donc que les suites AN et BN sont adjacentes. D'après le théorème des suites adjacentes, il existe donc un réel L, limite commune de AN et BN. Et là, on l'a dit dans l'esquisse, l'étape 2 découle directement de l'autre conclusion du théorème des suites adjacentes, qui est le fait que les suites AN et BN sont situées de part et d'autre de leur limite L, ce qui est exactement équivalent au fait de dire que L appartient à tous les segments AN, BN. Et on en déduit donc la première inclusion, le singleton L est inclus dans l'intersection de tous les segments AN, BN. Pour la troisième et dernière étape, l'autre inclusion, on considère un réel appartenant à l'intersection de tous les segments, et on veut montrer que ce réel est égal à L. Et pour ça, on commence par écrire la relation d'appartenance à cet ensemble. Il nous suffit ensuite d'utiliser la première conclusion du théorème des suites adjacentes, qui est le fait que limite de Bn et limite de An soit L, ce qui, par passage à la limite sur n, nous permet d'obtenir les deux inégalités suivantes. X inférieur ou égal à L et X supérieur ou égal à L. Évidemment, cela implique que X est égal à L. Je vais juste attirer votre attention sur un petit détail qui a son importance. Quand on effectue un passage à la limite avec des suites, il faut pas oublier que les inégalités deviennent toutes larges. Ça, si c'est pas tout à fait clair pour vous, je vous invite à considérer les deux suites 1 sur n et 1 sur n carré, dont l'une est strictement supérieure à l'autre, mais qui ont pourtant la même limite. Ce qui montre bien que faire un passage à la limite dans une inégalité stricte résulte en une inégalité large des limites. Bref, parenthèse fermée, on a maintenant prouvé les deux inclusions qu'il nous fallait pour déduire le théorème. On en a terminé avec la preuve du théorème des segments emboîtés. Mais en vrai, pourquoi est-ce qu'il nous intéresse ce théorème? Après tout, on peut se dire que c'est un théorème très situationnel. Je veux dire, des suites décroissantes de segments dont le diamètre tend vers 0, on n'en rencontre pas tous les jours. La première raison, c'est qu'il est fondamental au sens le plus littéral du terme. En effet, comme tous les théorèmes que l'on a vus jusqu'alors dans cette série, il est équivalent à la propriété de la bande supérieure, et il peut donc être pris comme axiome des nombres réels, car au final, il traduit la même idée. L'idée que si on fait s'écraser une infinité de réels quelque part, eh bien l'endroit où il s'arrête sera un nombre réel. Et ça, comme pour les résultats des 3 premiers épisodes, ça se traduit aussi par le fait que le théorème des segments emboîtés est faux dans l'ensemble des nombres rationnels. Si on fait s'emboîter des segments autour d'un nombre irrationnel, comme par exemple racine de 2, alors l'intersection de tous les ensembles de rationnels situés entre les bornes AN et BN sera l'ensemble vide, car ces segments se ferment sur un élément qui n'appartient pas à Q, un trou de l'ensemble des rationnels. D'ailleurs, je vous invite fortement à chercher un exemple de telle suite AN et BN qui s'écrase sur un irrationnel, et à le donner en commentaire. Bref, ça c'est le premier intérêt théorique du théorème des segments emboîtés. Le deuxième, il est beaucoup plus pratique. En effet, le théorème des segments emboîtés, c'est ce qui permet de formaliser la méthode de raisonnement par dichotomie, qui est utilisée pour prouver le théorème le plus puissant de toute cette série, le théorème de Bolzano-Weierstrass. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Alors d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas louper la suite. De plus, si la vidéo vous a aidé dans votre quête d'intuition mathématique, n'oubliez pas de la partager à toute personne à qui elle pourrait être utile. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Piliers de l'analyse réelle sur Isomat.